David Fayon. Pour me présenter, le mieux c'est de me googler. Sinon, je suis responsable d'un programme d'innovation ouverte à la Poste qui s'appelle Time to Test, où on travaille avec l'écosystème de l'innovation, notamment les startups et les PME innovantes. Et puis par ailleurs, je suis / génération, donc conférencier, expert du numérique. Alors il y a plusieurs façons d'innover. Déjà, il y a des ressources inexploitées en interne et il faut, pour faire simple, être open. Donc désiloter, casser les silos qui existent dans l'organisation pour permettre plus de porosité, que les commerciaux, que les personnes de la production, des RH, des finances, etc. se parlent, aussi bien au niveau du siège que du terrain, pour faire émerger une intelligence collective. Et d'autre part, une fois qu'on a pu avoir cette logique-là, avoir deux logiques qui se combinent, qui s'enrichissent mutuellement, une vision de la transformation, d'innovation qui est portée par le top management, avec une feuille de route, des objectifs clairs, et puis d'autre part, tout ce qu'on appelle l'innovation participative, des boîtes à idées, avec du bottom-up, et tout ce qui peut émerger aussi bien du terrain, des opérationnels qui voient un peu les dysfonctionnements et les axes d'amélioration, mais également du middle management, parce qu'au niveau du middle management, il y a beaucoup de créativité et une vision aussi sur l'amélioration de l'entreprise, pour éviter toute disruption ou qu'il y ait des acteurs plus agiles qui bouffent des parts de marché. C'est-à-dire que l'innovation vient de l'intérieur, mais si les grandes entreprises évoluent pour être des plateformes et captent un écosystème avec des concepteurs, des développeurs, des startups, des PME innovantes, elles profitent, comme le disent Henri Verdier et Nicolas Colin, de l'intelligence de la multitude. Et c'est vraiment cet axe-là qu'il faut creuser. Il y a des hackathons qui peuvent être faits avec des partenaires, des startups. On en a fait un récemment auquel notre programme participait, mais on s'inscrivait dans un processus beaucoup plus large sur l'évolution, par exemple, de la liasse recommandée, parce qu'elle utilise actuellement une composante en carbone, et que le carbone n'est pas très développement durable, outre le fait que ce soit coûteux et que c'est quelque chose qui va devenir obsolète. Donc on profite, comme le disent les Chinois, de crises pour en faire des opportunités et se réinventer. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des parts de marché qui diminuent, de moins satisfaire les clients, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Notre ADN, c'est la confiance et la proximité, donc on essaye, moi à mon niveau, avec les startups et l'écosystème d'innovation, de voir comment on peut améliorer des process existants, rajouter des fonctionnalités à des services pour vendre de la valeur ajoutée supplémentaire, et contribuer à la transformation et l'apport de nouvelles valeurs ajoutées. Alors déjà, une exemplarité du management et qu'il y ait une volonté au départ du management de faire changer. Et par exemple, si un outil collaboratif, c'est pas simplement le fait de l'ouvrir, mais c'est qu'il y ait les dirigeants qui soient là pour poster des messages clés. On le voit par exemple avec Plaza chez Orange, où finalement c'est un plutôt bon succès, puisque souvent il y a des outils qui sont déployés, mais qui ne sont pas utilisés. Donc c'est pas le tout d'avoir un outil, mais c'est les usages. Et à la rigueur, les outils viennent en bout de chaîne une fois qu'il y a une réflexion sur la stratégie, sur l'organisation, sur les évolutions des conditions de travail, sachant qu'on est de plus en plus dans des usages nomades, avec du travail à distance, en présentiel. Là, on va le voir aussi après, à partir du 5 décembre, avec beaucoup plus de télétravail. On va vivre un remake peut-être de décembre en 95. Mais j'ai un collègue de travail qui me disait, oui, mais en 95, il y a eu des rencontres qui se sont faites, il y a eu d'autres façons de travailler. Mais pour revenir à la question, pour susciter l'envie de coopérer, déjà, c'est s'appuyer sur les primo-leaders, les primo-adopteurs, avoir une exemplarité du management, et puis avoir ce qu'appelle Olivier Zara la stratégie du thé, ou faire infuser pour que le ventre mou suivent la locomotive des primo-adopteurs et que finalement les résistants puissent progressivement basculer dans le cercle vertueux d'amélioration et d'innovation, mais sans pour autant les stigmatiser. Il y a tout l'accompagnement du changement qui est clé dans ce process. Alors il y a plusieurs expérimentations qui peuvent être faites en s'appuyant sur les assets de la Poste. Ça peut être des lunettes de réalité augmentée, par exemple, pour avoir de l'expertise à distance pour les facteurs.
Donc on a fait 2 POC avec des sociétés qu'on avait sourcées en la matière. Et donc ça permet de faire une promesse de valeur supplémentaire. Et le facteur peut être déchargé d'un certain nombre d'apprentissage de tâches, puisqu'il peut interagir déjà avec ses lunettes, avec des menus déroulants, et avoir les réponses à ses questions. Par exemple, s'il va chez un client pour installer un produit de type la tablette ardoise pour les seniors, etc. Et d'autre part, s'il y a une question très pointue ou un paramétrage complexe, il peut être épaulé par un expert à distance. C'est un peu comme la logique des chatbots où on a un service de premier niveau et puis après, s'il y a besoin de plus d'expertise, on a un humain qui prend la place. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a fait aussi un POC avec des panneaux photovoltaïques parce qu'on a la première flotte de véhicules électriques en Europe. Et donc là, c'est pour pouvoir récupérer de l'énergie solaire pour que les véhicules électriques puissent avoir leur batterie rechargée. La Poste est neutre aussi en carbone depuis 2012, donc il y a des émissions de CO2 qui sont compensées par tout un tas d'actions qu'on fait par ailleurs. Et on en arrive même à dire que le papier pollue moins que le numérique avec les coûts des serveurs, des hébergements, etc. Sachant que ça aussi, dans le cadre du développement durable, on a des expérimentations qui sont faites et qui sont structurantes, parce que c'est une transformation aussi de la société qui est importante, et que depuis 2013, la pollution aérienne, qui était de 4% des rejets de CO2 dans l'atmosphère, est dépassée par la pollution informatique. La pollution informatique, maintenant, ça doit être à peu près 8% des rejets en CO2, donc c'est quelque chose qui est très structurant si on veut... au niveau de la planète, atteindre les objectifs de non-réchauffement ou de maîtrise du réchauffement climatique. On a écrit avec Michael Tartare un ouvrage qui est paru il y a peu, qui s'appelle Transformation digitale 2.0, 6 leviers pour l'entreprise. On avait été les pionniers en langue française en 2014. Là, on a remis le couvert pour un ouvrage qui est plus approfondi, puisque tous les critères sont définis. On a un modèle qui est utilisable pour toutes les entreprises, de la start-up ou de la PME aux grands groupes, y compris les administrations et les associations, avec 6 leviers. Et sur chacun des leviers, il y a des groupements et des indicateurs pour savoir à un instant donné quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation, de façon à alimenter sa feuille de route sur sa transformation. Je prends un exemple. Dans le domaine bancaire, est-ce que BNP Paribas est plus mature d'un point de vue numérique que la Société Générale? Et si oui, sur quel indicateur elle performe plus que son concurrent, et à contrario, est-ce qu'elle performe le moins, pour savoir si elle veut cultiver ses points forts ou alors rattraper ses points faibles. On peut faire un mix des deux. Sachant aussi que les 6 leviers, c'est la stratégie, donc la stratégie numérique, mais pour avoir défini la stratégie numérique, après il faut définir une organisation adéquate. On est de plus en plus dans des petits projets à la Google, une agilité, plus de silos, on s'oriente un peu plus vers l'holacratie. L'organisation repose sur des personnes qui sont internes à l'entreprise, mais également tout ce qui est crowdsourcing. On peut s'appuyer sur des compétences à l'extérieur, des personnes qui vont travailler pour l'entreprise, des partenaires. Tout ça pour définir une offre, des produits et des services, qui peuvent être dans le précaré, ou alors des services qui restent des services de conquête. Par exemple, dans le domaine de l'automobile, Renault et PSA étaient dans le véhicule essence ou diesel, et maintenant développent des gammes de véhicules électriques. Kodak aurait dû faire ça aussi, c'est-à-dire qu'au côté de l'argentique, ils auraient dû développer... en fait, ils l'ont fait. Hein. Le pire, c'est qu'ils ont travaillé sur un appareil photo numérique et ils l'ont jamais... Ils ne l'ont jamais commercialisé parce qu'ils ont eu peur de franchir le pas et de cannibaliser la gamme argentique actuelle. Or, il y a des acteurs plus agiles qui ont pas eu d'état d'âme à lancer ces justement, comment on fait pour tuer cette fameuse poule aux œufs d'or et accepter qu'elle meure? Parce qu'en fait, quand on est un dirigeant, c'est toujours compliqué de se dire, tiens, je gagne mon argent, par exemple, avec le courrier ou avec le service bancaire. C'est la vache à lait, mais tout en ayant la vache à lait et les stars à gérer, essayer de repérer les perles de demain et de dire, ok, c'est peut-être un petit enjeu aujourd'hui parce que ça va peut-être représenter 20 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 300 000 la deuxième, 2 millions la troisième, et ainsi de suite. Mais si on ne le fait pas, d'autant que les dirigeants sont de plus en plus objectivés sur le court terme, on hypothèque l'avenir de l'entreprise. Donc il faut parfois prendre sur soi et dire l'intérêt général de l'entreprise. C'est pareil aussi pour la France et
où la vision des politiques est très, très court terme. Il faut voir l'intérêt à long terme, même si moi je ne suis pas noté ou objectivé pour. C'est l'entreprise que je sers pour le long terme et c'est bénéfique. Il n'y a pas de baguette magique, c'est un petit peu au cas par cas, sachant que effectivement il y avait les risques de ne pas se transformer. Les deux risques, là on citait le cas de la kodakisation, on a tous les savoirs mais on n'ose pas franchir le pas. Et puis il y a un autre risque, c'est l'ubérisation. C'est le fait de ne pas voir venir une nouvelle technologie, des nouveaux business models, de nouveaux entrants qui vont marcher sur vos précarés. Et ce qui se passe, c'est que les GAFA, Google par exemple, arrivent à investir d'autres domaines qui ne sont pas le moteur de recherche, dans la e-santé, dans l'intelligence artificielle, dans les lunettes, on a vu en demander, même si c'était un échec. Mais après, dans tout un tas de domaines comme la ville connectée, comme le domaine aussi de la défense, le domaine des transports et de l'énergie, Google est présent. Nous avons également les deux autres leviers du modèle, après donc l'organisation, la stratégie, les personnes et puis l'offre, que sont la technologie et l'innovation, parce que pour implémenter une offre, il va falloir mobiliser des techniques. Est-ce qu'on va avoir du cloud? Est-ce qu'il va être hybride ou pas? Est-ce qu'on va utiliser du buy your own device? Comment vont être stockées les données? Est-ce que les architectures des systèmes d'information vont être évolutives et pérennes, etc., etc. Donc tout ça, c'est structurant. Et in fine, on a l'environnement économique, juridique, fiscal, avec du lobbying. Est-ce qu'on peut influencer sur telle norme, tel standard pour que notre entreprise soit en position de force. Tout à fait. Alors, le début à faire, c'est d'appliquer le modèle décrit dans le livre, Digital Internet Maturity Model, qui est libre d'accès et qui permet justement de voir les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et sur chacun des critères, il y a une notation de 0 à 5, qui est isomorphe à celle de CMMI pour les informaticiens, qui permet de dire, bah, tiens, sur tel critère, par exemple sur la visibilité numérique en matière de réseaux sociaux, bah, je suis au niveau 2, et pour passer au niveau 3, voilà ce qu'il faut que je fasse en plus. Il faudrait que j'ai des comptes certifiés, il faudrait que j'ai ceci, j'ai cela, que j'ai un taux de rebond ou de retweet qui soit de temps. Et donc ça me permet de dire, bah, tiens, voilà ce que j'ai fait et voilà ce qu'il me reste à faire pour progresser. Après, pareil hein, sur d'autres critères, mais je pense que c'est crucial de faire d'abord sa rosace de ses compétences et de son niveau. C'est un peu l'adage « connais-toi toi-même ». Et avant de savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est et ses forces, et ses forces, son ADN naturel. L'ADN de l'entreprise. L'entreprise a été créée comment elle a évolué jusqu'à présent. La culture d'entreprise, est-ce que c'est orienté client, pas orienté client? Exactement. Est-ce que c'est une culture d'ingénieur où tout doit être fait en interne, où les gens doivent accepter de prendre des choses en externe? Et puis voir dans quelle mesure on peut changer la culture, mais sans renier son âme. C'est le propre des startups, c'est passer à l'échelle sans renier son ADN. D'accord, ça c'est une première étape, le bilan, l'analyse. Et ensuite, quand on a fait ça, on se dit ok, ben voilà où je veux aller. Quelles sont les bonnes pratiques et les bons leviers? Alors les bonnes pratiques, c'est déjà déterminé par un certain nombre d'indicateurs. C'est les benchmarks, la veille, savoir ce que font les concurrents, les partenaires potentiels. Détecter des signaux faibles pour savoir si on a intérêt à s'internationaliser ou alors consolider son précaré. Donc il y a plusieurs cas de figure à voir et c'est vraiment au cas par cas. Donc après ça permet aussi de revisiter la stratégie de l'entreprise, que ce soit une PME ou une grande entreprise. Est-ce que les objectifs annuels sont réalistes? Comment va être la trajectoire à 3 ans, à 5 ans? Et est-ce qu'on peut aussi intégrer des paramètres liés au contexte économique qui peuvent permettre de préciser ces objectifs plus finement, parce que à la fin, c'est important de dire on va dimensionner la force commerciale, on va dimensionner l'appareil productif de façon à être au plus juste avec une marge de sécurité, mais qui permet d'apprécier plus finement ses coûts et puis ses recettes pour voir si la trajectoire est bonne. Donc 1, la curiosité, 2, accepter la culture de l'échec. On est en mode apprentissage en marchant, test and learn en anglais.
Et puis, 3, ne pas hésiter à être disruptif, sortir du cadre, faire des ateliers d'innovation avec les équipes multidisciplinaires pour dire, bah, tiens, comment est l'entreprise ou comment est ce produit aujourd'hui et comment il pourrait être demain, compte tenu de la concurrence, compte tenu de l'appétence nouvelle de la clientèle, etc., etc. Il y a des phénomènes de société qu'on ne peut pas exclure, comme l'importance de l'écologie, l'importance aussi de la considération des animaux. Le parti animaliste qui avait fait 4% aux dernières élections européennes, c'est un signe de cette tendance-là. Et c'est pour ça aussi que certains partis politiques traditionnels ont du mal à se réinventer, parce qu'ils ne raisonnent pas comme on doit raisonner au XXIe siècle, mais ils sont sur des schémas keynésiens des années 80 ou d'une société ancienne. Et on ne peut pas appliquer des anciennes méthodes sur un monde qui a changé, et qui a changé grandement grâce au numérique. La révolution principale avec le Web 2, c'est le smartphone, avec le fait qu'on va coupler la géolocalisation avec la mobilité, et ça décuple des usages. Désormais, les usages en mobilité sont parfois plus grands dans certains secteurs d'activité que les usages sur des PC fixes ou mobiles. Et ça, les entreprises doivent les intégrer pour que les collaborateurs aient plus de productivité. Et en fonction du rôle de l'entreprise, la politique de l'équipement informatique, de la connexion à Internet, doit être vécue et analysée le plus finement possible, avec aussi des frontières vie perso, vie pro, qui sont à réimaginer, réinventer. On n'est plus à l'heure de la pointeuse avec les 3-8, boulot, métro, dodo, mais on est plutôt dans une logique non plus d'obligation de moyens, mais d'obligation de résultats. Et ça change beaucoup de choses pour aussi bien les jeunes générations qui viennent dans l'entreprise et qui ont baigné dans World of Warcraft et tout un tas de qui n'ont pas à faire des horaires, mais il faut l'expliquer pourquoi ils le font, et qui ont tendance à se poser des questions, quoi. Et sur le volet personnel, il y a également, comme vous le dites, la question du sens qui est fondamentale. Quand on a des jeunes dans l'entreprise qui ont 20-25 ans, il faut leur dire: je vais te confier telle mission, voilà ce que ça va servir, l'utilité dans l'entreprise, le sens. Cette question du sens. Pourquoi ? Parce que les jeunes générations sont plutôt en quête, et il y avait la génération Y, Z, et puis la génération Z, et donc ça, c'est pas les mêmes attentes, et il faut savoir les accompagner. Et le manager aujourd'hui doit être un manager à l'écoute, qui n'est pas petit chef yaka faucon, mais qui va proposer une solution, qui va écouter les commentaires, et qui va pas hésiter à amender sa solution, non pas à titre démagogique, mais à titre d'exhaustivité et de meilleures solutions possibles, en profitant de l'intelligence de ses collaborateurs et de l'extérieur. D'accord. Bah David, si on veut en savoir plus sur toi, qu'est-ce qu'on fait? On te googleise, hein, tout à fait. Et où peut-on trouver par exemple ce livre Transformation digitale 2.0? Dans les librairies, dans les Fnac, sur Amazon, un peu partout. Ok, bah merci, à bientôt. Merci Frédéric.